Bienvenue à vous qui êtes connectés. Merci à France Travail de nous accueillir pour cette conférence donc dans le cadre du festival unique, Festival de l'égalité des chances en action, sur le thème donc déconstruire les stéréotypes et révéler le potentiel des talents expérimentés. Donc à partir de la psychologie cognitive et du monde du travail, Audric Mazietti, que je salue et qui se présentera tout à l'heure, docteur en psychologie cognitive, nous montrera comment déconstruire les stéréotypes. Donc, Audric Mazietti, nous avons fait votre connaissance il y a 2 ans dans le cadre d'une conférence sur le thème de la motivation. Vous nous aviez honoré de votre présence dans nos rencontres nationales des MIF à Lyon. Et donc, votre conférence est sur notre site intermif.fr. Donc, nous vous retrouvons sur un thème un petit peu différent et qui est un thème complètement d'actualité. Donc, je vais vous laisser la parole. Simplement une consigne pour les participants. Vous ne pouvez pas intervenir en cours de conférence, mais simplement en fin de conférence en posant vos questions. Donc, en appuyant sur l'onglet questions-réponses Q et R qui est sur le bandeau, soit le bandeau en haut de votre écran, soit sur le côté. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et Audric y répondra. Audric, je vous laisse vous présenter et puis pour cette conférence. Merci encore de votre présence. Eh bien, bonjour à tous, c'est un vrai plaisir de revenir ici. Alors donc je m'appelle Audric Mazietti, je suis chercheur en psychologie, alors psychologie cognitive et psychologie sociale. Je fais aussi partie de l'école de commerce de l'Université catholique de Lyon, l'ESDES, en tant que directeur pédagogique. Et donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler pendant environ 45 minutes, j'espère les tenir parce que je suis un petit peu bavard, des stéréotypes qui sont liés à ce qui est mentionné comme étant des talents expérimentés, ce que dans le langage commun on appelle des seniors. Ensuite, on aura une quinzaine de minutes pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors j'espère que vous m'entendez tous, que vous voyez tous l'écran. Hop là, le voici. Alors, on va commencer. Alors les stéréotypes, c'est un sujet que j'ai toujours trouvé très, très intéressant. Il se trouve que je suis actuellement en train de l'enseigner à mes étudiants, parce que des stéréotypes, c'est facile d'en trouver sur à peu près toutes les catégorisations sociales. Des stéréotypes racistes, des stéréotypes sexistes, du validisme, de l'agisme. Enfin, il y a tout ce qu'on veut en matière de stéréotypes. Et c'est vrai que quand on parle de lutte contre les stéréotypes, on a souvent tendance à se concentrer sur les symptômes visibles de la discrimination, par exemple. Et on se concentre rarement sur le mécanisme qui fait qu'un stéréotype se développe, qu'un stéréotype fonctionne, s'applique et a des conséquences. Et c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est-à-dire prendre un petit peu le contre-pied de cette démarche qui consiste à dire vous pensez que les seniors sont ceci, mais non, en fait, ils sont cela. On va plutôt s'intéresser à pourquoi vous pensez ce genre de choses-là, pourquoi les gens pensent ce genre de choses-là, et comment on peut faire pour que les gens arrêtent de penser selon ce genre de stéréotypes. Alors, je vous ai fait un petit panel de clichés qu'on peut trouver sur les seniors en entreprise. Si vous en voulez encore plus, vous faites 3 clics sur Google, vous en aurez une bonne cinquantaine de plus, c'est assez facile à trouver. Le taux d'emploi des seniors, actuellement en France, il est de 56,9 %. Je le précise parce que c'est important, c'est une moyenne qui est plus basse qu'en Europe, qui a tendance à pas forcément suivre d'ailleurs la même tendance qu'en Europe. De la même manière qu'on pourrait trouver ça sur l'intégration des femmes dans le numérique, là où les chiffres ont tendance à augmenter en Europe, ils ont tendance à diminuer en France. Donc on a une problématique qui est présente et qui ne s'améliore pas. Donc comme je vous le disais, je vous ai donné quelques petits clichés. J'ai pris les clichés principaux qu'on trouve par rapport aux seniors en entreprise. Ils seraient plus coûteux, moins performants, avec une santé plus fragile et une implication plus faible en entreprise. Ils seraient beaucoup plus difficiles à mélanger avec des salariés plus jeunes, puisque comme chacun sait, les salariés plus jeunes sont faciles à intégrer, très sociables, efficaces et très tolérants. Ils seraient peu réceptifs aux nouvelles technologies et peu enclins à mettre à jour des méthodes de travail qu'on pourrait considérer comme étant vieilles, voire surannées, avec de nouvelles méthodes de travail largement imprégnées de technologies d'ailleurs. Donc comme je vous le disais, la première méthode pour essayer de lutter contre ces préjugés-là serait de dire: «Non, c'est faux» et d'utiliser
des études scientifiques à l'appui pour dire non, non, ils sont réceptifs aux nouvelles technologies, ils peuvent être intégrés à des salariés plus jeunes. Mais on résoudrait que partiellement le problème parce que, en réalité, ce que sont réellement les gens, ça n'a qu'une influence mineure sur la façon dont on perçoit les gens. Parce que la façon dont on perçoit les gens, les individus, les groupes sociaux, c'est quelque chose qui se fait de manière, c'est une véritable construction de la part de l'individu. Pour comprendre un petit peu tous ces mécanismes qui sont liés aux stéréotypes, il faut revenir à la façon, dont on considère et dont on comprend le monde qui nous entoure. Tous les jours, tout le temps, on juge les gens, on se fait des impressions sur les gens et on les met dans des groupes plus ou moins grands qu'on peut appeler, des catégories sociales ou simplement des groupes sociaux. Alors un groupe social, c'est un groupe d'individus qui sont reliés par une caractéristique qui fait sens. Vous pouvez prendre une assemblée de 2000 personnes, s'ils n'ont absolument rien en commun, qui ne sont pas après le même objectif, qui n'ont pas de lien ou une caractéristique commune, ça n'en fera pas un groupe. Par contre, vous pouvez prendre deux personnes qui discutent à la table d'un restaurant, là vous avez un groupe social. Donc il faut vraiment qu'il y ait une catégorie, une caractéristique qui fasse sens pour relier ces individus, pour parler d'un groupe social. Et ça, mettre des gens dans des groupes, on le fait tout le temps, et on ne le fait pas pour n'importe quelle raison. On le fait parce que c'est ce qui nous permet de comprendre toute l'information à laquelle on est confronté dans le monde. Des groupes sociaux, il y en a des tonnes. Chaque individu appartient à énormément de groupes sociaux. Et c'est absolument impossible pour un individu de gérer toutes ces informations vis-à-vis des groupes sociaux et des individus en même temps. C'est pour ça qu'on va les grouper ensemble pour pouvoir mettre ensemble les gens qui sont à peu près semblables, pour pouvoir les identifier plus vite, ce qui va nous permettre de prédire plus facilement leur comportement individuel. Le problème, c'est que cette opération-là de catégorisation, de mise en groupes sociaux, de perception des groupes sociaux, elle n'est pas du tout neutre. Alors pour comprendre comment ça se décline du point de vue des groupes, je vais d'abord vous montrer comment on le fait pour chaque individu qu'on croise. C'est ce qu'on appelle la formation d'impression. Et il y a beaucoup d'études et de modèles psychologiques qui montrent que quand on se fait une impression sur un individu, on va se faire une impression sur à peu près 2 dimensions. Elles ne sont pas toujours définies comme chaleur et compétence, mais on les retrouve plus ou moins indirectement dans toutes les définitions. La chaleur, ça va être quelles sont les intentions de l'individu auquel je suis confronté. Et la compétence, ça va être quelles sont les ressources dont dispose l'individu. Et on va créer cette espèce de matrice que vous voyez à droite de l'écran dans laquelle on va classer à peu près tous les individus qu'on croise. Alors, il y a un schéma qui est très connu, celui que vous avez, qui est fait avec les Simpsons, qui permet de mieux comprendre les choses. Homer Simpson, par exemple, on le mettrait dans la catégorie avec une haute composante de chaleur, mais une très faible compétence. C'est quelqu'un de super sympa, mais que vous ne voudriez absolument pour rien au monde dans votre équipe, parce qu'il est totalement incompétent. À l'inverse, Monsieur Burns, c'est quelqu'un qui est très compétent, mais qui est très très bas sur la chaleur. C'est quelqu'un qui potentiellement vous veut du mal, et le problème, c'est qu'il a largement les ressources pour vous faire du mal. Lisa Simpson, c'est quelqu'un qu'on classerait haut en compétences, puisque c'est une petite fille très intelligente, mais qui est aussi très sympa, donc on mettrait haut en chaleur. Et la dernière catégorie dans laquelle on met le fameux mot, c'est la catégorie dans laquelle la chaleur est basse, quelqu'un de pas forcément très sympa, et la compétence est basse aussi, quelqu'un de pas forcément très compétent. Chaque fois qu'on va croiser un individu, on va le classer rapidement dans l'une de ces catégories-là. Ça a quelque chose de, ça peut paraître trivial à décrire comme ça avec les Simpsons, mais en réalité c'est très important parce que ça va définir toutes les émotions qu'on va ressentir vis-à-vis de ces personnes, mais aussi tous les comportements qu'on va déployer vis-à-vis de ces personnes. Je vous le montrerai tout à l'heure, vous verrez que dans ce schéma, il y a un des cadrans qu'on appelle le cadran maudit et qui regroupe la plupart des groupes sociaux qui sont victimes de discrimination. Je précise aussi que vous avez des axes qui séparent les différents cadrans, mais bien entendu, les frontières entre ces cadrans sont poreuses. C'est pas parce que vous êtes à 1 millimètre à droite du cadran qui contient peu de chaleur que vous devenez tout de suite quelqu'un de chaleureux. Ça, c'est le mécanisme par lequel on va se faire des impressions et juger les individus qu'on rencontre. Et ce mécanisme, c'est strictement le même qui s'applique quand on perçoit des groupes sociaux. C'est ce qu'on appelle le modèle de contenu des stéréotypes. La logique est la même. On a une dimension de chaleur qui nous permet de définir à quel point la personne qu'on a en face de nous est quelqu'un qui a tendance à s'impliquer dans des relations d'interdépendance, dans des relations de coopération ou plutôt dans des relations de compétition.
Plus on va être face à quelqu'un qui est dans la compétition, plus on va lui attribuer une chance. Et vous avez une dimension de compétence qui, elle, est définie sur la base du pouvoir et du statut de l'individu. Donc, plus vous avez un individu qui a du pouvoir et un statut élevé, plus vous allez lui attribuer une compétence haute. Le gros avantage de ce modèle, c'est qu'il permet de qualifier les individus selon des qualités positives et négatives. C'est-à-dire que vous n'avez pas des gens qui sont bons et des gens qui sont mauvais, vous avez des gens qui sont hauts sur une dimension, mais peut-être un peu moins sur une autre, et réciproquement. Il y a un phénomène qui est assez intéressant dans ces deux dimensions, c'est ce qu'on appelle la compensation dimensionnelle. C'est qu'en général, quand on reconnaît soit de la chaleur, soit de la compétence à un individu, implicitement, ça sous-entend qu'il est moins bon sur l'autre dimension. Je vous donne un exemple tout bête d'un stéréotype sexiste. Le stéréotype sexiste de base dit que les femmes sont plus chaleureuses que les hommes. C'est une manière de sous-entendre, psychologiquement parlant évidemment, qu'elles sont moins compétentes. C'est la compensation dimensionnelle. Et c'est comme ça qu'un stéréotype se développe et fait boule de neige dans la société. Donc, selon Fisk et collaborateurs et les travaux de QD collaborateurs que je vous présente ici, on va classer tous les groupes sociaux auxquels on est confronté selon ces deux dimensions au même titre que les individus. Alors, je pose la question aux gens qui sont dans la salle. À votre avis, où est-ce qu'on mettrait les seniors et les personnes âgées? Je fais une catégorie générale parce que psychologiquement, c'est réuni sous le terme de personnes âgées, d'accord? À votre avis, on les classerait où dans ce schéma? En bas à droite? En haut à gauche? En haut à droite? Moi, c'est ce que j'aime bien avec ce genre de schéma, c'est qu'en général, s'il y a 4 possibilités, on va avoir 25% pour chaque possibilité. Si on prend toutes les études en psycho qui ont été faites, voilà le schéma qu'on obtient. Vous avez les salariés seniors et les personnes âgées qui sont classés en bas à droite de ce schéma, avec une chaleur plutôt élevée, des individus plutôt sympathiques, mais une compétence qui est plutôt faible. Et évidemment, en fonction de l'individu, on va varier dans ce schéma-là. Mais le problème, c'est que comme ce sont des stéréotypes, ce schéma-là, on va l'appliquer à toute personne qui fait partie du groupe. Je vous laisserai le loisir, après cette conférence, de regarder les autres catégories. Je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il ne faut pas faire partie du cadran en bas à gauche. Et on le verra tout à l'heure, ça se vérifie dans les faits. Ces stéréotypes-là, ils vont guider ce qu'on appelle la perception sociale, c'est-à-dire toutes les interactions qu'on va avoir avec les individus de ces groupes sociaux. Cette séquence des perceptions sociales, c'est ce que vous avez à l'écran. Des stéréotypes qui vont donner des préjugés, qui vont donner de la discrimination. On a souvent tendance à penser que ces trois termes sont interchangeables, alors qu'en réalité, ils font référence à des réalités qui sont très différentes. Les stéréotypes, ce sont des ensembles de croyances et d'opinions vis-à-vis d'un groupe social. Les préjugés, c'est la conséquence du stéréotype, c'est-à-dire quelle émotion va générer un groupe social en fonction des stéréotypes que j'ai sur lui. Et la discrimination, c'est l'application comportementale des préjugés, des stéréotypes. Comment je vais mettre en place un traitement différentiel de ce groupe social en fonction de mes préjugés qui sont guidés par mes stéréotypes. Si je prends l'exemple du cliché que je vous ai donné tout à l'heure, les seniors ne sont pas capables de travailler avec de la technologie, par exemple, ça, c'est mon stéréotype. Tous les seniors n'arrivent pas à se débrouiller avec l'outil informatique. Ça va générer une émotion chez moi. Moi, j'aime pas trop les seniors parce qu'ils n'arrivent pas à travailler avec de l'informatique, ça prend des plombes, c'est trop long, ça me casse les pieds. Ça, c'est un préjugé, c'est une émotion qui, en l'occurrence, est négative. Si je me retrouve à un entretien de recrutement, si j'ai le choix entre un salarié qui est jeune et un senior, je vais choisir un salarié jeune parce que j'avais ce préjugé-là. J'ai un stéréotype qui déclenche une émotion négative qui provoque un traitement différentiel. Et ce traitement différentiel, je l'ai bien marqué, il n'est pas à prendre au figuré, il est à prendre tel qu'il est, c'est bien de la discrimination. Donc le principe, c'est que on va essayer de remonter un petit peu la chaîne pour aller s'intéresser à cette notion de stéréotype. Ce qui déclenche quelque part toute la cascade des comportements, c'est le stéréotype. Et pour parler des stéréotypes, en psychologie, on a tendance à utiliser une vieille blague qui marche assez bien. Pour parler de stéréotypes, on a tous des stéréotypes sur les nationalités, les pays, les personnalités. Il y en a une qui marche bien, c'est celle qui dit, il dit qu'au paradis, les cuisiniers sont français, les policiers sont anglais, les travailleurs sont allemands, les amants sont italiens et le tout est organisé par les Suisses. Et si on mélange tout ça, à votre avis, l'enfer, ce serait quoi?
Alors, quand je pose cette question à mes étudiants, en général, Les cuisiniers sont allemands. alors les cuisiniers peuvent être allemands, c'est possible. Alors, à force de l'avoir posé à beaucoup d'étudiants, cette question, en général, on termine avec cette réponse-là. Les cuisiniers sont anglais, les policiers sont allemands, les travailleurs sont français, les amants sont suisses, et le tout est organisé par les Italiens. On est d'accord que cette vision du paradis, cette vision de l'enfer, est totalement fausse. Et en même temps, je sais pas pourquoi, mais il y a peut-être quelque chose de vrai au fond. Et c'est le problème avec les stéréotypes, c'est qu'on sait que c'est faux tout en sachant que peut-être c'est un petit peu vrai, ou il y en a qui pensent que c'est vrai tout en sachant que peut-être c'est un petit peu faux. Et en fait, le stéréotype, il est à la croisée entre la réalité et la construction psychologique. Et il n'est pas assez construit psychologiquement pour qu'on dise qu'il est faux, il n'est pas assez réel pour qu'on dise qu'il est vrai. Ce qui n'empêche pas d'avoir des conséquences désastreuses. Alors un stéréotype, c'est quoi? À la base, un stéréotype, c'est pas du tout un construit psychologique, hein. La première fois qu'on a entendu ce terme, c'était Walter Lippmann, qui parlait d'images dans la tête. Et en fait, un stéréotype, à la base, c'est un bloc métallique qui est utilisé dans l'imprimerie. L'étymologie, un typos, le caractère, stéréos, l'idée de solide et ferme, c'est quelque chose de solide, ferme, durable et figé, qui va définir un individu. Et ça, c'est très intéressant, cette idée de stéréotype, parce que ça nous apprend quand même quelque chose qui est très important sur la façon dont on interagit avec les gens, avec les situations, les événements et notre environnement. C'est que la plupart du temps, on n'interagit pas directement avec la réalité, mais avec une représentation qu'on se fait de la réalité. Et évidemment, contrairement à ce qu'a pu affirmer Descartes en son temps, on n'est pas des machines à calculer totalement rationnelles. En réalité, cette représentation de la réalité, elle est teintée de nos enjeux personnels, de nos émotions du moment, des expériences qu'on a pu avoir avant. Ce qui fait qu'un stéréotype, il est vraiment à la croisée de la réalité et de notre grille de lecture du monde. Un stéréotype, à la base, vraiment au début, c'est un petit peu comme ces raccourcis cognitifs qu'on appelle des heuristiques, qui vont nous permettre de prendre des décisions rapides et efficaces, tout en ayant seulement une partie de l'information sur les situations, les problèmes ou les individus. Ça nous permet de naviguer efficacement. Le problème, c'est que quand on se met à décider et à juger n'importe comment sur la base de ces stéréotypes, on tombe dans ce qu'on appelle un biais cognitif. Une heuristique qui dérape, ça devient un biais cognitif, et un stéréotype négatif, en réalité, c'est aussi un biais cognitif. À partir du moment où ça nous permet de naviguer plus vite, mais n'importe comment, ça devient un biais cognitif. Et c'est un petit peu le même problème qu'on peut retrouver dans la plupart des mécanismes cognitifs que nous possédons, en fait. C'est que la plupart du temps, c'est des mécanismes qui sont faits pour nous aider à aller vite, à aller efficacement, sans avoir toute l'information nécessaire pour prendre une décision, mais que des fois ça coupe trop vite et qu'on se retrouve à prendre des décisions qui sont injustes ou qui sont faussées et qui sont en tous les cas pas productives. Ce qu'on peut retrouver dans un stéréotype, c'est globalement des connaissances générales sur des attributs d'une catégorie particulière, la façon dont elle se comporte, ses caractéristiques physiques, des traits de personnalité. Alors là, en l'occurrence, on n'est plus sur des traits de personnalité, et on trouve quelques exemplaires typiques du groupe. Voilà. Globalement, c'est une espèce de résumé général de toute une catégorie. Quand vous prenez des catégories qui contiennent des centaines de milliers d'individus, que vous les résumez avec 3 ou 4 traits, et que vous appliquez ces traits à toute la catégorie, vous faites quand même un raccourci qui est absolument énorme. Alors vous allez me dire, ça reste jamais que des idées, que des stéréotypes, voire des petites blagounettes qu'on peut alimenter dans la vie privée, puis ça va pas plus loin. Mais si, ça va plus loin, c'est ça le problème. La question, c'est celle de l'application des stéréotypes et c'est celle de l'activation des stéréotypes. Le problème ne se poserait pas si j'avais des stéréotypes, mais j'en ai conscience et je les active pas. Je les laisse dans leur coin et je prends ma décision vraiment de la manière la plus juste possible. Le problème, c'est que dans les faits, ça ne se passe pas comme ça. Le monde du travail en 2025, je parle 2025, on est d'accord que ça date depuis un petit paquet de temps, c'est un monde du travail dans lequel tout le monde a la pression, personne n'a le temps, personne n'a le budget. Il faut faire autant en 30 minutes sans argent que ce qu'on aurait normalement dû faire en 15 jours avec un budget conséquent. Donc, on est dans un train qui va beaucoup trop vite pour nous, mais on est obligé de suivre la cadence. Et ça va avoir une conséquence sur l'activation des stéréotypes. Parce que ce que montre la psychologie, c'est que quand on ne dispose pas des ressources cognitives nécessaires pour pouvoir faire le traitement parfait de la situation,
on va utiliser des raccourcis, et un de ces raccourcis, c'est l'utilisation des stéréotypes. Quand on n'a pas les ressources, on a recours à de plus en plus de stéréotypes. Alors pour vous donner une idée des conséquences que ça peut avoir, je vous pose une question toute bête. À votre avis, le fait d'être du matin ou pas, est-ce que ça peut influencer la façon dont vous prendriez une décision si vous deviez condamner quelqu'un dans un tribunal? Vous avez un dossier sous les yeux, vous arrivez le matin, vous n'avez pas pris le café, c'est important, avant le café, d'accord? Vous devez juger si quelqu'un va être condamné à aller en prison ou pas. À votre avis, est-ce que les stéréotypes vont avoir une influence sur vous? Oui? Eh ben, je vous décris l'expérience qui a été faite et puis on va voir comment ça se passe. Alors, les psychologues ont pris des participants, alors tous de la même classe, tous, voilà, ils ont tous standardisé. Ils étaient différents sur une seule catégorie, il y avait des participants qui étaient du matin et d'autres qui étaient de l'après-midi. Donc il y en a qui détestent le matin et il y en a vraiment, c'est l'après-midi où c'est plus compliqué. Des tests cognitifs ont permis de montrer qu'ils étaient moins efficaces en matière de raisonnement le matin ou l'après-midi et on leur a fait juger, un dossier d'accusation de meurtre qui était un peu ambigu, d'accord? Juste ce qu'il faut pour leur laisser une personne pour laquelle, alors ça se passe aux États-Unis, pour laquelle le stéréotype racial était activé. C'est-à-dire que l'accusé s'appelait Roberto Garcia, un nom à consonance hispanique, mexicaine, qui est rattaché à tout un tas de stéréotypes implémentés, des stéréotypes raciaux aux États-Unis. On leur a demandé à ces gens du matin, qui étaient bien réveillés le matin, de juger de la culpabilité de l'individu aux alentours de 15 heures. Et aux gens qui n'étaient pas du tout du matin, on leur a demandé de juger de la culpabilité de l'individu aux alentours de 9 heures. On est sur une accusation de meurtre quand même, hein, c'est pas, on décide pas si on va prendre des tomates cerises ou des tomates, de Crimée, à Carrefour, d'accord? Et voilà les résultats qu'ils ont obtenus. Alors je sais pas, peut-être qu'il y a non, ma souris s'affiche pas. Si vous regardez ce qui se passe à gauche chez les gens du matin, on voit que l'individu est déclaré coupable la plupart du temps quand, il est jugé entre 15 heures et 20 heures. Et chez les gens qui sont plutôt du soir, quand on leur demande de juger de la culpabilité de l'individu à 9 heures, eh ben, il est jugé, largement beaucoup plus coupable à 9 heures que si c'était l'après-midi. Évidemment, on a répliqué cette expérience avec un dossier pour lequel, le nom de l'accusé n'était pas lié à un stéréotype. Il s'appelait Robert Gardner et là, les résultats étaient totalement plats. Peu importe, l'heure de la journée, l'individu n'était pas plus, jugé coupable ou non coupable. Que montre cette expérience? C'est ben que sur, un facteur aussi trivial que est-ce que vous êtes réveillé ou pas réveillé, est-ce que vous êtes du matin ou pas du matin, vous pouvez activer des stéréotypes et ces stéréotypes, vous les activez même si vous savez qu'ils vont avoir de lourdes conséquences, sur la décision que vous allez prendre. J'aurais pu prendre beaucoup d'autres exemples sur les stéréotypes, hein. Il suffit de regarder les décisions de justice qui sont prises, en France et en Europe, par exemple. On sait que les condamnations des femmes sont, par exemple, 20 plus sévères que celles des hommes. Mais il se trouve que là, je vous parle, sinon il m'aurait fallu 45 jours et pas 45 minutes. Donc les stéréotypes, ils ont une vraie application, ils ont une vraie conséquence. La question qui se pose, c'est est-ce qu'ils sont exacts? Bah, ils sont pas tout à fait faux, sont pas tout à fait vrais. La réalité, c'est qu'un stéréotype, ça se base sur un noyau de vérité. Mais ce qui fait qu'un stéréotype devient faux, c'est quand on l'applique aveuglément à tout un groupe social. En fait, un stéréotype, ça indique une probabilité. La probabilité de trouver une certaine caractéristique chez un groupe social. La probabilité de trouver, par exemple, des gens joyeux et extravertis chez les Italiens. Est-ce que ça veut dire que tous les Italiens sont joyeux et extravertis? Absolument pas. Et c'est la limite qui existe entre un stéréotype totalement abusif et juste une caractéristique d'un groupe social qu'on peut estimer comme étant probable. Le problème, c'est que le stéréotype, c'est quelque chose qui a une relation très particulière avec la réalité. Le stéréotype, c'est un construit social qui participe tout autant à la description de la réalité qu'à la construction de la réalité. En réalité, il participe à la construction de la réalité qu'il décrit. Il est juge et partie, en fait. Et les stéréotypes, on en a deux grands types. Des stéréotypes descriptifs qui disent comment sont les individus d'un groupe social de façon typique, mais aussi les stéréotypes prescriptifs qui disent comment devraient être les individus de certaines catégories sociales. Le stéréotype descriptif, c'est certainement celui qui va faire que vous allez juger quelqu'un à la va-vite et moduler votre comportement en fonction.
Et le stéréotype prescriptif, c'est ce qui fait que vous allez déclencher un comportement discriminatoire vis-à-vis de quelqu'un qui s'écarte de la norme sociale. Dans les deux cas, de toute façon, à partir du moment où votre stéréotype est appliqué de manière totalement démesurée, vous allez avoir un comportement discriminatoire qui va en résulter. Donc les stéréotypes, ils ont une véritable conséquence. Ils ont un noyau de vérité, mais en réalité, c'est la façon dont on les applique qui fait qu'ils deviennent abusifs. Maintenant, ce qui pourrait être intéressant, c'est de comprendre d'où ils viennent. Alors, il faut savoir que l'origine des stéréotypes, ça demande de mesurer les stéréotypes. C'est quelque chose qui a été fait depuis des années et des années en psychologie, mais qui est quelque chose qui est assez sportif à faire, puisque vous ne pouvez pas vous arriver devant quelqu'un et lui demander, alors qu'est-ce que vous pensez des Africains, qu'est-ce que vous pensez des femmes, qu'est-ce que vous pensez des seniors, qu'est-ce que vous pensez des enfants, des adultes. Vous pensez bien que désirabilité sociale oblige, tout le monde va vous dire des trucs très gentils, très polissés, très lisses. Les chercheurs utilisent en général ce qu'on appelle un faux pipeline, tout un appareil très complexe sur les poignets, la tête, des électroencéphalogrammes qui sont en réalité totalement débranchés, pour faire croire aux participants qu'on arrivera à savoir s'ils nous mentent ou s'ils ne nous mentent pas. Et à partir du moment où les participants sont convaincus qu'on arrivera à deviner s'ils mentent ou s'ils mentent pas, et qu'on leur demande le stéréotype, là, ils se mettent à débiter toute une liste d'horreurs concernant tous les groupes sociaux que vous pouvez trouver. Et là, vous avez tout un bestiaire de clichés racistes, sexistes, discriminatoires dans tous les sens qui arrivent. Est-ce que ça veut dire que ces gens sont sexistes, racistes, discriminatoires? On le verra tout à l'heure. Le problème, c'est que non. Il n'y a pas besoin que tout le monde soit sexiste dans une société, raciste dans une société, discriminatoire dans une société pour que cette société-là soit raciste, sexiste et discriminatoire. Alors, d'où viennent ces stéréotypes? La plupart du temps, ils viennent d'une observation directe, d'une expérience personnelle. Une seule, ça suffit pour tirer une conclusion sur tout un groupe social. Je suis sûr que si chacun s'interroge, on a tous des exemples de ça. D'une catégorie sociale, d'un groupe social qu'on a croisé une fois et qui nous a peut-être grillé la priorité dans la file d'attente du carrefour. Et puis, ça y est, c'est bon, part du principe que ce groupe social-là, c'est pas possible. Il y a aussi ce qu'on appelle les corrélations illusoires, qui découlent de ces expériences personnelles-là aussi. Cette capacité qu'on a à surestimer le lien entre des événements ou la causalité, le lien de causalité entre deux événements sur la base de quelques éléments, en particulier des éléments qui sont négatifs, parce que ce sont des éléments qui sont plus distinctifs. On confond souvent le fait qu'il y ait un lien entre deux éléments et le fait qu'il y ait une causalité, un lien de causalité entre deux éléments. Vous avez peut-être certainement entendu parler de ce lien très fort qui existe entre la consommation de chocolat et le fait de la probabilité d'obtenir un prix Nobel. Ça a modulé la consommation de chocolat dans certains pays pendant quelques années, alors qu'en réalité, le facteur qu'il y a entre les deux, c'est simplement le fait que c'est dans les pays avec une économie forte qu'on mange plus de chocolat, puisque c'est un produit de luxe, et que forcément, meilleure économie, meilleure éducation, plus de probabilité d'obtenir un prix Nobel. Ça n'a rien à voir avec le chocolat. Des corrélations illusoires, on peut en trouver en allant très très loin. Je vous donne un petit exemple ici, c'est une véritable corrélation, et c'est la corrélation qui existe entre la consommation de fromage et le nombre de personnes qui meurent étouffées dans leurs draps. Donc il y a une corrélation qui est assez forte, qui est à 94, ce qui est un lien de 94% entre les deux variables. Et une corrélation illusoire reviendrait à penser qu'il y a un lien de cause à effet entre ces deux éléments, qui reviendrait globalement à la conclusion que si vous mangez trop de fromage, vous allez finir étouffé dans vos draps. Pas sûr qu'il y ait un lien entre ces deux facteurs. Pourtant, en matière de traits de personnalité et de comportement, on a tendance à faire ces liens abusifs et à confondre causalité et corrélation dans tout ce qu'on fait quand on évalue les gens. L'origine des stéréotypes, on peut la trouver à de multiples endroits. Il y a un aspect dans lequel l'origine des stéréotypes est très très forte et a beaucoup de conséquences, c'est ce qu'on appelle la confirmation d'hypothèses. Dans le langage commun, on appelle ça aussi le biais de confirmation. Le fait qu'à partir du moment où vous avez une idée dans la tête, peu importe l'information que vous allez trouver en face de vous, vous allez trier l'info pour ne garder que celle qui confirme votre hypothèse. Ça va même encore plus loin que ça, puisqu'à partir du moment où vous allez avoir une idée en tête, vous allez vous conformer à cette idée-là, vous-même, dans votre comportement. C'est quelque chose qu'à mon avis, vous connaissez, qu'on appelle l'effet Pygmalion. Donc l'effet Pygmalion, c'est un effet qui a été montré il y a très très longtemps, puisque la publication principale date de 1992. Alors pour l'anecdote, Rosenthal et Jacobson étaient allés dans un collège d'un quartier défavorisé du Bronx, à New York.
Ils ont fait passer des tests de QI à une classe, et ces tests de QI, ils les ont notés avec la méthode dite de l'escalier. Donc on jette les copies dans l'escalier, puis en fonction de la marche sur laquelle tombe la copie, on attribue une note en particulier. Tout ça pour dire que les copies ont été notées totalement au hasard, et que 20% des élèves de cette classe se sont vus attribuer un QI supérieur de 30% à la moyenne. Alors évidemment, c'était totalement du hasard, hein. Les expérimentateurs se sont arrangés pour que les enseignants soient au courant de ce résultat-là, et puis ils les ont laissés tranquilles, ils sont partis. À la fin de l'année, ils sont revenus dans la même classe et ils ont refait passer un test de QI. Sauf que cette fois, le test de QI, ils l'ont noté sérieusement pour obtenir des résultats, de vrais résultats, des résultats fiables. Et aux surprises, ils se sont aperçus que les élèves à qui on avait attribué de manière totalement aléatoire un QI supérieur, à ce deuxième test-là, ils présentaient effectivement un QI supérieur. Et ça, c'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. À partir du moment où les élèves ont eu cette information sur leur QI, et à partir du moment où les enseignants ont eu cette information-là, ils ont généré des attentes, ils ont généré des stéréotypes, des opinions, des jugements, et les élèves se sont conformés à ces opinions-là, à ces jugements-là. Ce qui fait que finalement, ils ont réellement fait en sorte d'avoir un QI supérieur à la fin de l'année. Ce qui est plutôt une bonne chose, puisque ça veut dire qu'à partir du moment où quelqu'un pense que vous êtes doué, vous allez quelque part finir par être doué. Pas mal. Le problème, c'est que cet effet Pygmalion, il a un cousin pas sympa qui s'appelle l'effet Golem, qui fait que si quelqu'un pense que vous êtes nul, quelque part, ça va s'ancrer dans votre personnalité et vous allez finir par le devenir. C'est un raccourci, évidemment. Je vous donne un exemple qui est tiré d'une étude de Huguet et Régnier, deux chercheurs de l'université d'Aix-Marseille, exemple qui a été étudié en 2007. Ils sont allés dans un collège de la banlieue marseillaise, ils ont pris une classe qu'ils ont divisée en deux, les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Ils leur ont donné une figure géométrique très complexe à recopier le plus fidèlement possible. Et ils ont dit à cette classe que le but de cette figure, c'était d'évaluer les capacités en géométrie dans l'espace et d'une manière générale, les capacités scientifiques. À votre avis, qui a eu les meilleurs résultats à cette tâche? Les garçons, aux surprises. Ils sont allés dans la classe d'à côté, ils l'ont divisé en deux, garçons d'un côté, filles de l'autre, et ils leur ont dit la même tâche. Ils leur ont fait faire la même tâche et ils leur ont dit que cette fois, ça permettait d'évaluer les capacités en dessin, les capacités plutôt sur les capacités artistiques. À votre avis, qui a eu les meilleurs résultats cette fois? Les filles. Strictement la même tâche. Ils se sont même aperçus d'autres choses pour vous dire à quel point les stéréotypes et les injonctions vont loin. Ils se sont aperçus que quand on enlève, même dans cette deuxième classe, quand on enlève les garçons de la salle et que les filles se retrouvent entre elles, peu importe la consigne qu'on donne, les résultats des filles s'améliorent. Donc les injonctions, alors là en l'occurrence c'est une injonction sexiste, elles viennent vraiment écraser les individus et moduler leur comportement. Et ça c'est quelque chose qui est très très important parce que ça veut dire qu'un stéréotype, il ne va pas seulement influencer le comportement de la personne qui a le stéréotype, mais aussi le comportement de la personne qui subit le stéréotype. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype et c'est quelque chose qu'on laisse trop souvent de côté. Dans l'origine des stéréotypes, on a énormément de sources indirectes qui jouent beaucoup. Le contexte dans lequel on évolue qui joue énormément. Ça, c'est une expérience de Minard qui a été faite en 1952 que je trouve assez fascinante. Elle a été faite dans les mines de charbon en Géorgie occidentale, dans laquelle, alors à une époque de ségrégation, vous aviez des ouvriers blancs et des ouvriers noirs qui travaillaient ensemble à la mine. Et les chercheurs se sont rendus compte que quand ils étaient à l'extérieur, dans des quartiers séparés, ils nourrissaient les blancs et les noirs des stéréotypes et des préjugés les uns vis-à-vis des autres. Stéréotypes qui disparaissaient totalement quand ils étaient au fond de la mine et qu'ils travaillaient ensemble. Le contexte, juste l'endroit où je me situe, peut aussi modifier les stéréotypes que j'ai envers quelqu'un. Et puis, celui-là, c'est quand même un facteur qui est super important. Les médias sont un facteur d'influence très très puissant, notamment dans l'apprentissage et l'intégration des stéréotypes. Que ce soit les manuels scolaires, les bandes dessinées, les publicités, les séries télévisées aussi. Toutes ces séries télévisées, vous savez, où vous avez dans un open space un salarié qui va voir son collègue pour lui montrer un mail sur l'ordinateur. Et le collègue, c'est un senior, alors toujours, il met 2 heures à se rapprocher de l'écran, il met ses lunettes, il essaie de trouver où se trouve le mail sur l'écran. Toute une représentation stéréotypique qui se généralise dans les médias et qui va faire intégrer implicitement des stéréotypes aux individus. Et ces individus-là, ils vont les appliquer plus tard, sans en être conscients. C'est ça le problème.
Alors évidemment, quand on parle de stéréotypes, j'aurais des tonnes d'autres exemples à vous donner. J'en prends deux qui sont assez criants. La reproduction de stéréotypes. Alors, l'image de gauche, a priori, a été générée par intelligence artificielle. C'est un débat qui a fait scandale il y a quelques semaines. Là, vous avez une application de stéréotypes qui va assez loin, puisque l'image de gauche est quand même une propagande nazie. Et puis celle de droite, c'est une publicité du France Travail belge, qui dit, avec une description stéréotypique de petite fille en tablier: osez réaliser vos rêves, devenez auxiliaire de ménage. Voilà. Il y aurait marqué: ceci est un stéréotype, en gros, c'était pareil. Bon, la publicité, la campagne a été retirée assez récemment, elle est pas si vieille que ça. Véhiculer des stéréotypes, c'est assez Ça date facile. pas des années 50, ça. Aucune des deux, c'est ça le pire. Les deux images que vous avez là, hein, ça date d'il y a pas très longtemps. Et les gens qui ont fait ces campagnes-là, c'est leur métier, faut oublier, hein. C'est le travail. Ces gens-là, ils reçoivent un salaire pour pondre ces documents-là. Le gros problème de ces stéréotypes, qui sont très faciles à implémenter chez les gens, c'est que ils construisent la façon dont on perçoit la société, mais ça va encore plus loin que ça, puisqu'ils jouent un rôle fondamental dans la justification de l'ordre social. Ça nous dit pas seulement les choses sont comme ça nous dit aussi les choses devraient être comme ça. Je vous en parlais tout à l'heure. Il y a le stéréotype descriptif qui vous dit comment on peut s'attendre à ce que les choses soient, et les stéréotypes prescriptifs qui vous disent comment les choses devraient être. Donc le stéréotype, c'est pas seulement une construction du monde, c'est aussi une justification de l'état dans lequel se trouve le monde. Et cette justification, elle a d'autant plus de conséquences que plus elle va s'implémenter chez les gens, plus elle va se traduire en ce qu'on appelle une essentialisation. C'est-à-dire que, au lieu de penser que ce sont des gens qui présentent un comportement particulier, on va se dire que c'est la nature des gens de se comporter de cette manière-là. Plus un stéréotype va être appliqué, plus il va être intégré aux gens. Alors c'est le principe, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est ce qu'on appelle une erreur d'attribution. Dire que quand les groupes extérieurs aux nôtres se comportent mal, c'est parce que c'est leur nature, parce que c'est des gens mauvais. Et quand nous, on a des comportements négatifs, c'est la situation qui fait qu'on s'est mal comporté, c'est pas notre faute. Et faire l'inverse quand il s'agit des comportements positifs. Quand les autres réussissent, c'est un hasard de la situation, et quand nous on réussit, c'est parce qu'on est les meilleurs. Ça me paraît logique. Donc, ces stéréotypes ont beaucoup de conséquences. Je vous donne un exemple d'une conséquence assez dramatique qu'on peut observer de ces stéréotypes-là. Je vous parlais tout à l'heure de cette façon qu'on a de classer les gens selon la chaleur et la compétence. Vous avez les salariés seniors qui sont situés en bas à droite. Juste à côté, je vous rappelle que les frontières sont poreuses, vous avez ce qu'on appelle le cadran maudit. Des gens qui sont évalués par la société comme ayant une chaleur faible, pas très sympathique, et une compétence faible. Ces gens-là, ils sont déshumanisés. Et c'est pas un jugement ou une opinion, c'est vraiment quelque chose qu'on observe même cérébralement. Quand on met des individus face à des représentants du cadran maudit et qu'on regarde ce qui se passe dans leur cortex préfrontal médian, qui est lié à l'interaction sociale, on voit que leur cortex se désactive. Comme s'ils n'avaient pas un humain en face d'eux, en fait. Pour la petite anecdote, quand vous avez un corps de femme sexualisé, c'est la même chose qui se passe. Un objet, quand vous prenez une tasse, par exemple, vous pouvez la reconnaître quand elle est à l'endroit et quand elle est à l'envers, parce que c'est reconnu comme un objet. Quand vous prenez un visage d'homme ou un corps d'homme, par exemple, vous pouvez le reconnaître à l'endroit, mais pas à l'envers, parce que c'est un humain. Quand vous prenez un corps de femme sexualisé, vous pouvez le reconnaître à l'envers et à l'endroit, parce qu'il n'est pas considéré comme un humain, mais comme un objet. Donc quand on applique un stéréotype sur un individu, dans certains cas, ce n'est même plus un individu. C'est quand même assez dramatique. Et ça se traduit aussi au niveau comportemental. Il y a une expérience assez sympa qui a été faite, alors assez sympa, non, les résultats sont catastrophiques, mais le dispositif est original. Une expérience qui a été faite en 2010 avec le dilemme du trolley. Alors c'est quelque chose, je suis sûr que vous connaissez. Le dilemme du trolley, c'est, imaginez que vous êtes sur un pont avec une personne, et vous voyez qu'il y a un train qui passe sous le pont, qui arrive, qui fonce droit sur un groupe de 5 personnes qui sont bloquées sur les rails. La question, c'est est-ce que vous allez laisser le train écraser les 5 personnes, ou est-ce que vous allez sacrifier la personne qui est à côté de vous pour sauver 5 personnes? Alors là, il y a tout un dilemme philosophique. Est-ce que
Est-ce que moralement, on peut jeter une personne délibérément sur les rails? Est-ce que d'un point de vue purement utilitariste, on va jeter cette personne parce que ça permet de sacrifier une personne et d'en sauver 5? Donc ça, c'est le dilemme du trolley de base. Les psychologues ont répliqué cette expérience, sauf que, ils ont mis une variable. Cette variable, c'est que la personne qui est à côté de vous sur le pont, c'est une personne qui fait partie du cadran maudit, qui subit des stéréotypes. Et ils se sont rendus compte de quelque chose d'assez affreux, c'est que plus la personne fait partie du cadran maudit, moins on a de scrupules à la jeter sur les rails pour sauver les autres. Et là, on parle d'un véritable sacrifice humain, d'accord? Et comme vous le voyez sur le graphique que vous avez à l'écran, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce que vous avez un axe qui sépare 2 catégories qu'il y a réellement une porte entre les 2. Vous voyez que quand vous avez des gens dans la 2e catégorie en partant de la gauche qui sont chaleureux, mais pas compétents, là où on a classé les seniors salariés tout à l'heure, eh ben, on a tendance à les sacrifier un petit peu plus aussi. Donc on a vraiment un comportement discriminatoire qui est très particulier vis-à-vis de ces catégories sociales. J'accélère un peu. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez les personnes qui développent des stéréotypes, qui vont se comporter d'une certaine manière, jeter des gens sur les rails, par exemple. Et vous avez des gens qui sont les victimes de ces stéréotypes, qui vont aussi développer des comportements particuliers vis-à-vis de ces stéréotypes. Il y a les gens qui vont être touchés par les stéréotypes, et puis il y a des gens qui vont essayer d'éviter les stéréotypes, et là, ce qui devient dramatique, c'est que la conséquence est la même. C'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Le principe est très simple. En fait, les gens qui sont victimes de stéréotypes, de préjugés, de discrimination, ils le savent très bien et ils connaissent très bien les stéréotypes qui circulent sur eux. Ils sont pas bêtes. Le problème, c'est que quand on les met dans des situations d'évaluation, un entretien de recrutement typiquement, il y a un véritable danger en fait, parce que les compétences sont évaluées, il y a un danger pour l'estime de soi, et ça crée une expérience d'anxiété qui est assez forte parce que ces gens-là ont peur de confirmer le stéréotype. Vous avez par exemple un senior en recrutement qui sait que le stéréotype vis-à-vis de sa catégorie, c'est d'être nul avec les outils informatiques, qui a tellement peur de confirmer ce stéréotype que dans les faits, eh ben, il va s'avérer nul en informatique. Il y a un exemple qui a été mis en évidence en 2007 vis-à-vis de ça. C'est des chercheurs qui ont demandé à des personnes âgées de passer alors personnes âgées, on est d'accord, j'utilise un terme qui est c'est un mot valise, d'accord? C'est un mot totalement valise. Ils leur ont demandé de passer des tests de mémoire. Ces tests de mémoire, ils leur ont demandé de les passer soit en activant le stéréotype, soit sans activer le stéréotype. En activant le stéréotype, on dit à ces personnes que c'est un test qui permet quand même de savoir si vous avez une bonne mémoire ou une mauvaise mémoire. Si le stéréotype, c'est d'avoir une mauvaise mémoire, on est d'accord que ça met la pression sur le stéréotype. Dans la condition sans stéréotype, on leur a dit simplement que ça servait à tester l'outil, tout simplement. Et voilà les résultats qu'on a observés. Dans la catégorie orange foncé, vous avez deux colonnes parce que vous avez deux tests. La catégorie orange foncé, quand le stéréotype est activé de manière normale, on voit que la performance au test de mémoire elle est plus faible que quand l'activation du stéréotype elle est réduite. Donc à partir du moment où le stéréotype a été activé, les gens se sont retrouvés dans une situation où ils avaient tellement peur de le confirmer qu'ils l'ont confirmé. La bonne nouvelle, c'est quand même que quand on débriefe les participants en leur expliquant que y a quand même un stéréotype vis-à-vis de la mémoire qui est activé et que c'est certainement ça qui leur a mis la pression et qui a dégradé leur performance, et qu'on leur fait repasser le test, cet effet du stéréotype, il disparaît. Donc il y a une mauvaise nouvelle, c'est qu'à partir du moment où vous êtes victime d'un stéréotype, que vous essayez d'y échapper ou pas, ça va vous amener au même endroit. La bonne nouvelle, par contre, c'est qu'à partir du moment où vous prenez conscience de ça, et que vous prenez conscience du fait que c'est ce stéréotype-là et le fait que ça vous met la pression qui va dégrader votre performance, vous annulez l'effet du stéréotype. Et en fait, c'est ce qui s'est passé ici. La détérioration de la performance, elle n'est pas générée par une performance moindre, par des capacités cognitives moindres, elle est générée par une diminution de la mémoire de travail. Pourquoi? Parce que cette mémoire de travail, elle est occupée par l'anxiété, les pensées intrusives et les doutes vis-à-vis de la performance qui sont générés par le stéréotype. Ça arrive dans énormément de cas dans lesquels on se rend compte que les gens sont moins performants, non pas parce que, comme on le pensait, ils sont moins bons dans une certaine catégorie, mais parce que le stéréotype et l'injonction sur cette mauvaise performance va leur piquer une partie de leurs ressources en mémoire de travail. Je fais aussi le parallèle avec les stéréotypes sexistes parce que ça se vérifie aussi. À partir du moment où vous activez un stéréotype sexiste dans un entretien
dans un entretien d'embauche, vous voyez que la performance des femmes à la même tâche que des gens chez qui on n'active pas le stéréotype, elle se dégrade. Et quand on fait les débriefings avec différentes études, on se rend compte que ce qui dégrade la performance, c'est le fait qu'une partie des ressources cognitives est détournée par tous ces doutes et ces pensées intrusives. Donc une bonne manière de détruire les stéréotypes pour les gens qui en sont victimes, c'est d'en prendre conscience. Et c'est pour ça que c'est quand même très important, parce que très important de déconstruire ces stéréotypes, parce que comme je le disais tout à l'heure, ces stéréotypes, ils ont une conséquence qui est assez importante. Ils déclenchent des préjugés, des émotions négatives qui vont se traduire par de la discrimination. Alors heureusement, c'est pas inéluctable. On sait qu'on peut modifier l'application des stéréotypes avec de nombreuses choses, la déconstruction, des considérations personnelles, des contraintes situationnelles aussi, la façon dont vous allez construire le cadre de l'interaction que vous avez avec les gens, ça va jouer sur les stéréotypes. Les normes sociales de non-discrimination, par exemple, jouent énormément. Une expérience qui a été faite par Snyder et collaborateurs en 79 qui le montre assez bien. C'était des participants qui devaient aller dans une salle qui était divisée en deux. D'un côté, vous aviez une personne, ouvrez les guillemets, valide, fermez les guillemets, assise sur une chaise devant un écran de télévision. De l'autre côté, vous aviez une personne en fauteuil roulant devant le même écran de télévision. Et le participant avait le choix de s'asseoir soit d'un côté, soit de l'autre de la salle pour effectuer une évaluation du film qui allait être passé à l'écran. Dans un des cas, on leur disait que c'était le même film qui allait être évalué des deux côtés. Dans l'autre cas, on leur disait que d'un côté, c'était un film et d'un autre côté, c'était un film différent. Ce que les chercheurs ont observé, c'est que quand le film était différent, les personnes se mettaient un petit peu plus du côté de la personne en fauteuil roulant. Il y a des cadres de non-discrimination qui font qu'on ne peut pas se comporter n'importe comment. Et en fait, c'est tout bête, c'est une contrainte situationnelle qui va petit à petit jouer sur les stéréotypes et les comportements discriminatoires. Et on sait que quand cette contrainte situationnelle, elle disparaît, les stéréotypes reviennent, puisque quand on explique aux individus que le film qu'ils vont évaluer, il est différent, ils utilisent tous le prétexte du film différent pour aller se mettre, non pas du côté de la personne qui est en fauteuil roulant, mais de l'autre côté de la salle. Mais la contrainte situationnelle, elle joue quand même énormément. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les comportements discriminatoires, il y a un système de normes, il y a un système de pression sociale et de système d'oppression sociale qui fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir que des individus, comme je disais, discriminatoires, racistes ou sexistes dans une société pour que cette société soit discriminatoire, raciste ou sexiste. Ce qu'il faut, c'est deux ingrédients. Une idéologie qui légitime un fonctionnement d'une manière particulière, une organisation particulière de la société, et une police, alors c'est vraiment entre guillemets, c'est un système de contrôle du respect de ces normes. L'idée, c'est de récompenser les gens qui suivent la norme et de sanctionner ceux qui s'en éloignent. Alors, je vais passer cette diapo. Ça, c'est assez intéressant parce que ça nous explique aussi comment éradiquer ce fléau des stéréotypes. C'est de maximiser le contact intergroupe. Moi, je disais tout à l'heure dans les clichés qu'on reprochait aux seniors de ne pas pouvoir être mélangés avec d'autres salariés. Moi, je pense, et la psychologie soutient mon opinion, que au contraire, c'est le contact avec les différents groupes et le mélange qui fait qu'on arrive à contraindre ces stéréotypes et à les casser. Les conditions de ce contact entre les groupes sont très importantes. Un statut égal, de la coopération, des buts communs et surtout un soutien des autorités. Il y a souvent une notion de compétition qui est mise entre les différentes catégories de salariés dans une entreprise. C'est ce qui fait que ça va créer des conflits, des buts qui ne sont pas communs. Et puis surtout, c'est très important, on demande souvent aux salariés de porter une stratégie d'inclusion des seniors, par exemple, alors qu'en réalité, c'est vraiment la structure qui doit la porter. Si les autorités ne soutiennent pas la stratégie mise en place et laissent la responsabilité de cette stratégie purement aux salariés, ça ne fonctionnera pas. Et ce contact intergroupe, en fait, il permet de mieux connaître l'autre groupe, ici c'est celui des seniors, de créer des liens affectifs et de créer une ouverture qui va générer des buts communs, du lien, de la solidarité. Et quelque part, c'est vraiment là-dessus qu'il faut jouer et peut-être sur cette idée de qu'est-ce que vous savez faire, qu'est-ce que vous ne savez pas faire, peut-être plus se concentrer sur cette idée de comment vous allez pouvoir être intégré au collectif, mais pas seulement dans le sens comment vous allez vous intégrer au collectif, mais comment le collectif peut faire en sorte de vous intégrer. Je termine juste sur un petit exemple qui pour moi, révèle un petit peu l'importance de cette problématique. Quand on a eu le Covid, on est tous passés à distance et chez les jeunes salariés, ça a généré, on le sait, un taux de dépression, un taux de burn-out qui a complètement explosé.
Et on s'est quand même aperçu que dans certaines structures, ce qui avait joué le rôle de protection en jouant le rôle de lien entre les salariés et la structure, c'était les salariés seniors parce que eux, ils étaient déjà là. Ils avaient déjà fait leur réseau, ils avaient déjà fait leur place. Et en réalité, c'est eux qui sont allés chercher les jeunes salariés qui étaient isolés pour les intégrer dans le réseau de l'entreprise et jouer ce rôle de protection face à l'explosion du télétravail. Ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui est très très important parce que on se retrouve dans une situation qui est totalement paradoxale dans laquelle on nous explique que les seniors ne peuvent pas s'intégrer au collectif, alors que quand la situation était réellement dégradée, ce que les faits ont montré, c'est que ce sont eux qui ont sauvé le collectif. Donc je pense qu'on a quand même beaucoup de choses à apprendre, mais il faut qu'on remette nos stéréotypes à plat, qu'on en prenne conscience, que ça soit encore une fois, les gens qui ont les stéréotypes et les gens qui les subissent, qu'on les déconstruise pour partir sur autre chose. L'outil principal, l'arme principale qu'on peut avoir, c'est d'avoir conscience de ces stéréotypes. Et j'ai été un petit peu bavard, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci Audrey. Qu'est-ce qu'il y a déjà des questions qu'est-ce qu'on a vu sur le bandeau? Est-ce que nous, on a des questions? Il n'y a pas de questions ni le replay. Je sais plus. J'ai assommé tout le monde. Moi, j'aurais une question. Lors du colloque là, sur les seniors le 29 avril, beaucoup de grandes entreprises, de responsables ressources humaines de grandes entreprises parlaient plutôt, je dirais, du management intermédiaire comme étant le plus difficile à lutter contre les stéréotypes. Mais quand on voit que c'est l'autorité quand même finalement de l'entreprise qui devrait davantage lutter, on se demande si ces responsables de ressources humaines de grandes entreprises finalement ont fait suffisamment eux ce qu'il fallait pour leur management intermédiaire, quoi. C'est facile de dire que eux ils n'y arrivent pas alors que on se donne le beau rôle de dire qu'on essaye de le faire, quoi. C'est un petit peu le même problème qu'on a avec toutes les autres problématiques. Encore une fois, racisme, sexisme, discrimination. C'est que tout le monde part du principe que ce sont des problématiques locales à gérer d'un individu à l'autre, alors qu'en fait, ce sont des problématiques systémiques et organisationnelles. Et les problématiques organisationnelles, elles sont avant tout à traiter par l'organisation. Et après, effectivement, l'organisation, via son management, doit s'assurer que les membres de l'organisation respectent les standards qui sont fixés par l'organisation. Mais l'organisation, elle est quand même garante de la stratégie, de la politique qui est mise en place. Quand il s'agit de diviser les gens pour mieux régner, les organisations savent quand même très bien le faire. Donc je pense qu'elles peuvent aussi le faire quand il s'agit de les réunir. Ça me fait toujours penser à la politique de l'Angleterre en Inde, quand ils avaient divisé les groupes sociaux en fonction des ethnies, en les traitant différemment, juste pour que ça génère une compétition, pour qu'ils se tapent dessus, pendant qu'eux, ils faisaient leur business tranquille derrière. C'est exactement le même principe. L'organisation, c'est une pièce maîtresse de la mise en place des politiques qui vont détruire les stéréotypes. Attendez. Il y a deux questions en ligne, Audrey. Une première question qui concerne, qui dit, est-ce que les générations X, Y sont-ils des stéréotypes, de catégoriser les générations? Est-ce que ça fait partie? Oui, complètement. Mais c'est toujours le même problème. Le stéréotype, il a aussi son utilité dans le sens où il va nous permettre d'embrasser d'un seul coup le même groupe social pour pouvoir définir à peu près le comportement qui peut être adapté vis-à-vis de lui. Après, le stéréotype, il a tout un tas de revers qui consistent à créer des raccourcis. Ces générations X, Y, alpha, bêta, choisissez la lettre qui vous intéresse. Par exemple, on nous explique que ces jeunes générations, elles sont super douées avec le numérique. C'est un stéréotype qu'on a, par opposition aux seniors d'ailleurs, alors que toutes les études montrent que les nouvelles générations ne savent pas se servir du numérique. Savoir scroller sur un réseau social, ce n'est pas savoir se servir du numérique. Et ça, c'est un stéréotype qui est de plus en plus destructeur aujourd'hui, mais qu'on ne corrige pas. Donc, effectivement, ce sont des stéréotypes. Une autre question sur la discrimination positive. Est-ce qu'elle a vraiment un impact sur les stéréotypes? Alors, c'est une question qui est extrêmement complexe, qui, à mon avis, doit être traitée au cas par cas.
Le problème de la discrimination, qu'elle soit positive ou qu'elle soit négative, c'est qu'elle part du principe qu'il y a un traitement qui est différentiel entre deux groupes sociaux. À partir du moment où on arrête la politique à cet endroit-là et qu'on se contente de mettre en lumière un traitement différentiel, on va générer un effet de groupe, on va générer une compétition et on va générer un effet négatif. À partir du moment où cette discrimination positive, elle est réellement expliquée, dans le sens où elle n'est pas là pour créer un traitement différentiel, mais une compensation de traitement pour compenser une inégalité, ça peut être plus efficace. Le problème de ces politiques, c'est que ce sont des politiques qui ont des effets à très très long terme. C'est assez compliqué d'en évaluer les conséquences positives et d'en évaluer les résultats. D'autant plus qu'en général, il y a une espèce de retour de flamme en début de mise en place de ces politiques qui fait que les résultats se dégradent avant de s'améliorer à long terme. Ce qu'on observe avec le sexisme, par exemple, ces dernières années, la libération de la parole, aujourd'hui, elle provoque une espèce de retour de clichés masculinistes, mais c'est quelque part le temps de la digestion qui certainement va se tasser pour comment dire, révéler dans quelques années l'intégration des mesures antidiscriminatoires. Une autre question, est-ce que le terme utilisé pour désigner une catégorie a un impact sur le recul du stéréotype, par exemple, senior ou personne expérimentée? Eh ben oui, oui. Alors, je sais que ça fait très cliché, ça me fait penser à François Hollande qui voulait faire disparaître le racisme en enlevant le mot race du dictionnaire. Ça pourrait passer pour des idéologies, mais en réalité, on sait que le mot, c'est le véhicule de la pensée et qu'à partir du moment où on met des mots sur un concept, on lui attribue différentes caractéristiques et effectivement, les mots sont porteurs de stéréotypes. Donc changer le terme peut aussi avoir une influence sur le stéréotype. Attention, ça a quand même une limite. Les mots, même s'ils véhiculent la pensée, ne sont jamais que des mots. Et bien souvent, ce qui a le plus d'impact dans le stéréotype, ça va rester les émotions et le comportement. Encore une question. L'explosion des réseaux sociaux et le développement de l'IA sont-ils des facteurs de développement des stéréotypes? Excellente question. On a fait un petit test avec un collègue il y a quelques mois qui nous a bien fait rire. Mon collègue, il est algérien, il s'appelle Youssef Merian. On a demandé à ChatGPT une question toute bête. Je lui ai dit, lui, il a dit, j'invite mon ami Audric à manger ce soir, propose-moi un menu. Je m'avais proposé une tartiflette, quelque chose comme ça, avec un petit verre de vin, quelque chose de très sympa. Et puis, moi, j'ai fait la même chose. J'invite mon ami Youssef à manger ce soir, propose-moi un menu. Et là, il m'a fait la totale avec le tagine, le thé, les desserts marocains. Mais en fait, ça, c'est juste un gros tas de clichés, on est d'accord? Et en fait, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est ça qu'elle vous propose. Des stéréotypes, des clichés, des regroupements de catégories totalement abusifs. Alors après, la question, c'est est-ce que ça veut dire que l'intelligence artificielle, c'est pas bien parce que c'est plein de stéréotypes? Non. Le problème, c'est que l'intelligence artificielle, elle se nourrit d'une quantité absolument énorme de data qui est fournie par nous, par notre société. Et si notre société, elle est discriminatoire, raciste et sexiste, l'intelligence artificielle sera le reflet de notre société. Discriminatoire, raciste et sexiste. Et c'est ça le problème. Comme les réseaux sociaux, en réalité, ce problème, il n'est pas tout neuf. On a eu la même chose avec Facebook il y a quelques années, c'était la même chose. Est-ce que cette technologie est bien ou est mal? La réalité, c'est que cette technologie, elle est ce qu'on en fait. Et on n'en fait pas des merveilles pour l'instant, faut être honnête. Avec une croyance, un terme que vous n'avez pas utilisé de la présentation. Je l'ai utilisé une fois au tout début, très très rapidement. Les stéréotypes sont des croyances. Et c'est important effectivement de le préciser. Le stéréotype. Ouais. Quand on déconstruit des croyances, on déconstruit des stéréotypes. C'est juste que dans les croyances, il y a les stéréotypes, il y a tout un tas d'autres choses. Les prophéties autoréalisatrices sont des croyances, l'effet Pygmalion est une forme de croyance aussi. Le stéréotype est une croyance particulière. Il y a aussi ce qu'on appelle les croyances à somme nulle aussi, qui sont une forme de croyance qui peuvent générer des stéréotypes. Cette idée de penser que la vie est un jeu à somme nulle et qu'à partir du moment où un groupe social obtient quelque chose, forcément, c'est que vous, on vous l'a pris. Ce qui se vérifie dans assez peu de cas en réalité. Tout ça, ce sont des croyances aussi. Oui, est-ce qu'on peut pratiquer l'analogie entre
le regard discriminant à l'égard des seniors et l'attitude et l'évaluation que l'on effectue à l'école à l'égard des enfants. Est-ce qu'il y a une discrimination dans l'évaluation scolaire? Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Normalement, il ne devrait pas y en avoir. Oui, voilà, l'effet Pygmalion, la relation d'un enseignant à ses élèves, elle est extrêmement individuelle, elle dépend d'énormément de choses. La vérité, c'est que alors, je n'irai pas jusqu'à parler de comportement discriminatoire, mais la réalité, c'est qu'on n'a aucune grille standard pour le comportement et les interactions qu'on a avec les individus. Ça dépend de tout et n'importe quoi. Il suffit que vous ayez raté votre bus le matin et vous allez coller 5 points de moins à l'élève que vous adorez à l'évaluation. Est-ce que ça fait de vous un individu avec un comportement discriminatoire? Non. Juste un individu avec sa subjectivité qui se sert des informations à disposition pour interagir avec son environnement. Par contre, le fait de voir que ça peut se produire, ça peut faire en sorte que quand vous allez vous pencher sur votre copie, vous allez dire « Non mais là, je suis de mauvais poil parce que j'ai raté mon bus, je vais me calmer, je corrigerai mes copies plus tard, et puis on verra. » Lutter contre l'apparition des stéréotypes, vous n'y arriverez pas. Ça ne fait pas de vous, encore une fois, quelqu'un de discriminatoire. Par contre, prendre conscience de ces stéréotypes et les avoir à l'œil quand vous vous comportez, ça, c'est quelque chose de très efficace et que vous pouvez mettre en place. C'est ce qu'on voit dans notre pratique d'orientation où on aide les personnes à penser leur expérience, parce que souvent, leur expérience, elle est vécue au travers du regard de l'éducation nationale où on a loupé tel diplôme, on a redoublé telle classe, etc. Et même adultes, on a face à nous des adultes qui sont emplis de ces stéréotypes-là et donc penser son expérience, c'est aussi effectivement lutter contre ces stéréotypes. Et je crois que dans l'acte d'orientation que l'on a fait, dans ces stratégies éducatives d'orientation que l'on a, on essaye de travailler là-dessus, sur ce champ-là avec les personnes, en entretien individuel ou en collectif, en atelier, parce qu'on s'aperçoit aussi que la lutte contre les stéréotypes, elle est très efficace quand on met plusieurs personnes ensemble à réfléchir sur, je dirais, les projections qu'ils peuvent avoir sur eux-mêmes. En tous les cas, en orientation, c'est très important et il y a eu des études aussi sur le conseil en orientation qui étaient vraiment emplis de stéréotypes et qui étaient très négatifs pour les personnes. Ça peut arriver beaucoup. On va applaudir Audrey. Merci à tous ceux qui ont participé. Vous étiez nombreux et donc on est heureux de vous avoir eu à distance. On n'a pas pu voir vos visages, serrer des mains, etc. Mais en tous les cas, on vous a offert cette conférence grâce à Audric Mazietti. Et donc cette conférence sera sur le site, je pense, sans doute aussi France Travail et puis intermif.fr. Voilà. Au revoir à tous. Merci. Et merci.